Voilà, on a vu CAPSA hier, la déclaration du côté de la Guinée, solidarité au peuple frère du Niger. Et d'ailleurs, la Guinée, c'est vrai qu'on a l'impression que dans ce communiqué, on marche un peu sur les œufs, à la différence du Mali, où le ton il est plus ferme. En Guinée, on dit tout simplement, oui, on se désolidarise de toute approche militaire. Il faut sortir de tout militaire, trouver une autre solution, puisque une telle intervention peut avoir des conséquences considérables pour la sous-région qui risque de se désagréger et que ça peut aussi entraîner l'implosion de la CEDEAO. C'était le discours de la Guinée. Du côté du Mali, on a écouté Maïga qui disait tout simplement à la télévision que toute intervention militaire au Niger signifierait pour une déclaration de guerre pour le Mali et pour le Burkina Faso, mais il ne cite pas la Guinée. Beaucoup de spécialistes quand même disent pourquoi. C'est certainement parce qu'il y a l'approche adoptée, la Guinée qui a une connexion aujourd'hui est encore un peu plus proche de la France que le Burkina et le Mali. On connaît un peu le parcours du président de la République et tout ça. Est-ce que pour vous, cette déclaration-là vient jeter une sorte de baume au cœur des nouvelles autorités du Niger et que tout simplement la CEDEAO devrait réfléchir deux fois avant de prendre une telle décision? Oui, oui, bien entendu, hein, Djiba Milimono, il faut rappeler quand même hein, que nous avions une déclaration conjointe, un communiqué conjoint du Burkina et du Mali, mais également nous avons un autre communiqué de façon séparée qu'on a vu venant de la Guinée. La première remarque ou la première observation, c'est de comprendre pourquoi ces trois pays qui vivent le même contexte, la même situation, c'est-à-dire tous ces différents pays sont gérés par des régimes militaires qui sont en transition de surcroît. Pourquoi ces trois pays ne se sont pas donc réunis pour faire un seul communiqué pour pouvoir se prononcer? Cela, selon certains observateurs et de mon analyse propre, ça peut avoir deux significations possibles. La première signification pourrait venir du fait que la Guinée a utilisé beaucoup plus de diplomatie dans son communiqué, donc a utilisé un langage diplomatique, pendant que le Burkina et le Mali ne sont pas passés du tout du dos de la cuillère. Ils ont été directs, ils ont dit les vérités. C'est un discours au vitriol, Exactement, justement, oui. exactement. Et de l'autre côté également, vous savez, la dernière fois ici, on avait le ministre Ousmane Gawal, bien entendu, on l'aura, peut-être qu'on le reposera Oui, cette justement, même question-là. on l'aura dans l'émission. Oui. Dans l'une des émissions précédentes, Alphonse lui posait cette question comme quoi il aurait entendu d'un confrère qui lui disait justement que ça n'allait plus entre ces trois présidents qui vivent ce même régime, donc le courant ne passe plus comme avant, il ne communiquerait plus comme avant. Les intérêts ne sont pas les mêmes. Les intérêts ne sont donc plus pas les mêmes. Et cela pourrait expliquer justement ce qu'on peut avoir dans le fait qu'ils aient des communiqués séparés. Ça, c'était le premier point que je voulais aborder. Le second point que je voulais aborder, il faut quand même dire que quand on prend ces deux communiqués, d'un côté celui du Mali et du Burkina et celui de la Guinée de l'autre côté, on voit qu'il y a quand même un point commun. Le point commun de ces différents communiqués, c'est qu'aucun de ces pays-là ne se reconnaît ou n'appliquera les sanctions ou les mesures de sanctions prises à l'endroit de la CEDEAO, à l'endroit du Niger par la CEDEAO. Oui. Ça, c'est d'abord un premier fait. Maintenant, la seconde chose qu'il faut partager, c'est cette déclaration forte qui ressort du communiqué du Mali, conjoint du Mali et du Burkina. Ils disent en ces termes, les gouvernements du Burkina, du Mali avertissent que toute intervention militaire contre le Niger serait considéré comme une déclaration de guerre contre le Burkina et le Mali. Ils vont plus loin en prévenant que toute intervention militaire contre le Niger entraînerait un retrait du Burkina Faso et du Mali de la CEDEAO, ainsi que l'adoption de mesures de légitime défense en soutien aux forces armées et au peuple du Niger. Donc, ils refusent d'appliquer toutes les mesures qui vont dans ce sens-là. Ça, c'est une déclaration forte, en dépit du fait de ne pas appliquer les mesures. Désormais, si la CEDEAO envoyait une force militaire pour intervenir du côté du Niger, le Mali et le Burkina donc décident d'apporter leur soutien au peuple frère du Niger pour pouvoir combattre cette force militaire-là. Ça, il faut ressortir là-dedans. L'autre élément qu'il faut ressortir également, c'est du côté guinéen. Il faut quand même dire que la Guinée a rappelé le fait qu'une telle intervention militaire voudrait dire de facto la dislocation de la CEDEAO. Ça, c'est quelque chose de très important qui veut dire que si on va
à ces termes-là, il faut savoir tout de suite qu'il y a une forme de dislocation qui est en préparation au sein de la CEDEAO. Des retraites, tout simplement. Des retraites, tout simplement, notamment du Mali, de la Guinée, du Burkina et du Niger. Donc, on aurait 4 pays déjà qui sortent de la CEDEAO, ce qui peut avoir plusieurs conséquences, sinon que des répercussions sur d'autres pays. Ça remet aujourd'hui une question centrale. Finalement, est-ce que la CEDEAO est cette organisation qui répond véritablement au contexte actuel africain? Ça, c'est un point important à pouvoir relever. Mais l'autre élément, Djiba Minimono, qu'il ne faut même pas perdre de vue, moi, c'est la question que je me pose depuis hier. Est-ce que la CEDEAO dispose aujourd'hui des moyens financiers pour pouvoir tenir une telle guerre du côté du Justement, Niger? c'est une question très importante puisque l'ECOMOG a été dissous. Il y a la force africaine en attente qui n'est pas encore opérationnelle. Et vous avez des pays, pour le faire, il faut d'abord du temps, les moyens logistiques. Est-ce qu'ils en disposent aujourd'hui? C'est vrai que le Nigeria, qui est proche du Niger, le Bénin et le Togo, qui partagent des frontières avec le Niger, peuvent facilement faire une mobilisation, intervenir. Mais sauf que les autres États, avec la distance, et puis actuellement sur le vol aérien, il est systématiquement interdit. Je pense que vous posez une question, c'est là le nerf de la guerre. Est-ce qu'ils ont suffisamment de moyens, suffisamment de temps en termes de logistique de mobiliser une force, sachant que la force africaine en attente n'est pas encore opérationnelle, qui a vu le jour sur, disons, les cendres de l'ECOMOG. Exactement. Et voici justement la réponse personnelle que j'apporte à ça, selon ma compréhension. Peut-être que les spécialistes après pourront permettre de savoir est-ce que c'est possible ou pas, avec cette envie de relever cette forme de défi et de ne pas encourager les transitions militaires. C'était le discours de l'actuel président l'exercice de la CEDEAO. Et donc, est-ce que tout ça pourrait les envoyer quand même à pouvoir faire un forcing pour faire fléchir ces autorités-là? Mais ce qu'on sous-entend, ce qui est sous-entendu derrière, aujourd'hui, est-ce que la CEDEAO ne muserait pas sur cette force française du côté du Niger pour finalement aider et donc intervenir sur le régime nigérien pour finalement les envoyer à rétablir le président Bazoum dans ses droits. Donc aujourd'hui, la question qu'il faut se poser, est-ce que la France ne serait donc pas derrière ce pays-là qui va finalement conduire cette même opération de ce côté-là? Et hier, on a vu la ministre des Guerres et tout, elle disait, française, qui disait qu'elle démentissait un peu ce document qui a circulé comme quoi la France voulait prêter main forte à certains ressortissants responsables du Niger pour bombarder tout simplement la présidence et surtout libérer Bazoum, ce qu'ils ont quand même bouté tout simplement pour dire en touche que non, ce document n'était pas authentique et que ce n'est pas vrai. Et espérons qu'évidemment, c'est cette dynamique-là qui va continuer. Cependant, Djiba Minimono, au même moment, il faut rappeler qu'à partir de ce 1er août-là, le gouvernement français décide de rappeler les ressortissants français qui se retrouvent du côté du territoire du Niger. Il faut rappeler un certain nombre de choses, Djiba Minimono, qu'il ne faut pas qu'on occulte. Aujourd'hui, on sait que la déclaration du Niger, désormais, ni l'uranium, ni l'or ne seront exportés du côté de la France. C'est une des interdictions. L'autre élément qu'il ne faut pas du tout perdre de vue, aujourd'hui, Djiba Minimono, il y a un repositionnement géostratégique qui est en train de se passer du côté de l'Afrique. Pourquoi? Aujourd'hui, c'est clair. Tous les observateurs aguerris le savent qu'aujourd'hui, l'Occident est en train de tomber. Ça, c'est une réalité. C'est la fin, on l'a dit, c'est la fin non seulement de l'hyperpuissance américaine, c'est la fin de l'hyperpuissance du monde occidental. Aujourd'hui, il y a la naissance de certains États, tels que le monde arabe, l'Afrique qui prend conscience. Et exactement, tout ça. notamment donc, la Chine, l'Inde, le Japon, la Turquie, etc. Les relations internationales aujourd'hui sont en train de se redessiner. On n'a plus besoin de l'avis de l'Occident ou des Américains pour se développer, se projeter. C'est ce qui est en train de se passer du point de vue géopolitique. Maintenant, justement, Djiba Minimono, il faut rappeler aujourd'hui également qu'il ne faut pas occulter que ces pays qui sont en transition militaire ont le soutien de Wagner. Et également, si le Niger bénéficie de ce même soutien, et donc la Russie étant derrière, est-ce qu'aujourd'hui la France va accepter de pouvoir venir en soutien ou pouvoir combattre à travers sa force en attente? Parce que quand ils ont quitté le Mali, c'est revenir vers le Niger. Est-ce qu'ils vont donc prêter main forte et aller aujourd'hui en guerre donc avec la Russie qui peut avoir plus
d'implication au niveau du monde. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui peut aller? Mais l'autre élément important, dit Babinimono également, qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'aujourd'hui, si cette guerre se tient, on ne le souhaite pas, quelles peuvent être les conséquences? Un carnage, mais mieux encore, aujourd'hui, on a vu ce qui s'est passé avec la France du côté de la Libye. Oui. On a vu ce qui se passe du côté de l'Ukraine. Si aujourd'hui ça se passe, qu'est-ce qui va se passer? Finalement, surtout il y a des avec ressources les terroristes avec le terrorisme, parce que la Libye a eu pour conséquence ce qui se passe aujourd'hui au Niger, du côté du Mali, du côté du Burkina, et j'en passe. Donc tout ça, ce sont des conséquences qu'il ne faut pas occulter. Et d'ailleurs, il ne faut pas oublier qu'il y a des ressources rares qui sont là-bas, notamment l'uranium, qui peuvent être aujourd'hui un moyen d'attirer certains pays pour pouvoir se mettre là. Aujourd'hui, il ne faudrait pas que la CEDEAO commette cette erreur d'aller dans une intervention militaire. Je propose qu'il y ait une rencontre à laquelle on fera participer et même intervenir. Et c'est ce que je disais hier. La rencontre de la CEDEAO, ce sommet-là, ils ont fait un sommet où, à mon avis, ils n'ont pas tenu compte d'un principe très important. Il fallait échanger, introduire, permettre à la Guinée, au Burkina, de participer à ce sommet-là, parce qu'aujourd'hui, ils sont en transition, ils ont l'esprit militaire, l'esprit de transition, ils pourront plus apporter des éléments, et finalement, l'échange aurait permis de venir à une solution pouvant permettre de pouvoir parler au peuple frère du Niger. Pour moi, aujourd'hui, la guerre, la menace de guerre ou la guerre elle-même ne serait pas une solution. La vraie solution, c'est à la CEDEAO de se reformer, une vraie refondation au sein de la CEDEAO. Sinon, cette organisation est en train de mourir de sa belle mort. Justement, on va, comme on dit, la guerre, c'est la régression de l'âme sociale. Comme dirait l'autre, on va suivre cet élément, ces déclarations, ce communiqué hier du Mali, aussi de la Guinée. On se retrouve dans un court instant. Bonsoir. Ministre, bonsoir. Bonsoir. Merci infiniment. Merci infiniment. Au nom de nos plus hautes autorités, j'ai l'insigne honneur de donner une lecture du communiqué conjoint numéro 001 du Burkina Faso et de la République du Mali. Communiqué dont la teneur suit. Les gouvernements de transition du Burkina Faso et du Mali ont appris par voie de presse les conclusions des sommets extraordinaires de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, tenue le 30 juillet 2023 à Abuja, sur la situation politique au Niger. Les gouvernements de transition du Burkina Faso et du Mali, 1. Expriment leur solidarité fraternelle et celle des peuples burkinabés et maliens au peuple frère du Niger, qui a décidé en toute responsabilité de prendre son destin en main et d'assumer devant l'histoire la plénitude de sa souveraineté. 2. Dénonce la persistance de ces organisations régionales à prendre des sanctions aggravant la souffrance des populations et mettant en péril l'esprit de panafricanisme. 3. Refuse d'appliquer ces sanctions illégales, illégitimes et inhumaines contre le peuple et les autorités nigériennes. 4. Avertissent que toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. Je répète. 4. Avertissent que toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. Je répète pour une dernière fois. 4. Avertissent que toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. 5. Préviennent que toute intervention militaire contre le Niger entraînerait un retrait du Burkina Faso et du Mali de la CEDEAO, ainsi que l'adoption de mesures de légitime défense en soutien aux forces armées et au peuple du Niger. 6. Mettent en garde contre les conséquences désastreuses d'une intervention militaire au Niger qui pourrait déstabiliser l'ensemble de la région, comme l'a été l'intervention unilatérale de l'OTAN en Libye, qui a été à l'origine de l'expansion du terrorisme au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Les gouvernements de transition du Burkina Faso et du Mali sont profondément indignés et surpris par le déséquilibre observé entre, d'une part, la célérité et l'attitude aventurière de certains responsables politiques d'Afrique de l'Ouest
désireux d'utiliser la force armée pour établir un ordre constitutionnel dans un État souverain. Et d'autre part, l'inaction, l'indifférence et la complicité passive de ces organisations et de ses responsables politiques à aider les États et les peuples victimes de terrorisme depuis une décennie et abandonnés à leur sort. En tout état de cause, le gouvernement de transition du Burkina Faso. Voilà, vous l'avez compris, c'était ce communiqué conjoint du Burkina et du Mali par rapport à la crise nigérienne. On va suivre à présent ce communiqué ici de la Guinée sur la même actualité. On se retrouve à tout de suite. Communiqué numéro 002 CNRD 2023. Depuis le 26 juillet 2023, le peuple de Guinée, à sa tête le Comité national du Rassemblement pour le développement, CNRD, suit avec beaucoup d'intérêt l'évolution de la situation sociopolitique en République sœur du Niger, qui a conduit à la prise de responsabilité par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP. Les autorités guinéennes rendent un hommage aux braves populations du Niger pour leur sens élevé de patriotisme et saluent l'esprit républicain et la maturité des forces de défense et de sécurité qui ont privilégié l'intérêt supérieur de leur nation en choisissant de se réunir pour trouver ensemble des solutions aux problèmes nigériens. Le CNRD reste convaincu que les nouvelles autorités mettront tout en œuvre pour garantir la stabilité et la concorde au Niger et dans la sous-région. Les mesures de sanctions préconisées par la CEDEAO, incluant une intervention militaire, est une option qui ne saurait être une solution aux problèmes actuels, mais entraînerait un désastre humain dont les conséquences pourraient aller au-delà des frontières du Niger. De ce fait, le CNRD s'abstient d'appliquer ces sanctions illégitimes et inhumaines contre le peuple frère et les autorités nigériennes et exhorte la CEDEAO à revenir à de meilleurs sentiments. La République de Guinée réaffirme par ce communiqué sa vision panafricaniste en apportant sa solidarité à la population nigérienne et en invitant les nouvelles autorités du CNSP à préserver l'unité et la cohésion nationale. Le CNRD souligne qu'une intervention militaire contre le Niger entraînerait de facto la dislocation de la CEDEAO. De même, les peuples frères du Mali, du Burkina Faso, du Niger et de la Guinée aspirent à plus de reconnaissance et de respect de leur souveraineté. Par ailleurs, le CNRD tient à préciser que les sanctions prises et les menaces proférées lors du sommet du 30 juillet 2023 n'engagent nullement la République de Guinée. Au moment où les jeunes populations de l'espace CEDEAO vivent un drame humain en Tunisie et dans la Méditerranée, la préoccupation des dirigeants de la sous-région devrait être plutôt orientée vers les enjeux stratégiques, socio-économiques pour l'atteinte de leurs aspirations que de se pencher sur le sort des présidents déchus. Conakry le 31 juillet 2023 pour le Comité national du Rassemblement pour le développement, le général de brigade Ibrahima Sori Bangoura. Voilà, vous l'avez compris, c'était le communiqué lu par la porte-parole du CNRD, colonel Aminata Diallo. Babila, on a suivi ces deux communiqués du côté conjoint d'abord Mali-Burkina Faso, ensuite la Guinée, union sacrée, solidarité autour du Mali, et du Niger, pardon. Allez-y. Mon micro, d'abord, mes premières observations portent sur, pas sur le fond, mais sur le contenu de ces deux communiqués. Pour le communiqué conjoint du Mali et du Burkina, c'est signé à la date du 31 juillet 203 au lieu de 2023. Ils ont mis 203 dans la précipitation. Et il y a deux fautes dans le communiqué du CNRD, là où il parle des mesures de sanctions, avec incluant l'option d'intervention militaire. Eh bien, il y a une virgule qui est intervenue pour dire est une option qui entraînerait, ou en tout cas qui
Occasionnerait. Donc ils ont mis ENT. Oui, en fait, ils l'ont accordé avec les mesures. Alors qu'il y a l'option qui est intervenue là-dedans. Donc il fallait tout de suite enlever l'option pour que ça s'accorde au pluriel avec les menaces, les mesures de menace, d'accord, les mesures de sanctions plutôt. Donc il y a ces fautes-là et à la fin, la signature, le signataire qui est le général de brigade, le chef d'état-major général des armées, au nom du CNRD, au lieu du général de brigade, ils ont dit général de bridage. Donc, il y a ça aussi sur le communiqué général de bridage. Donc, ça, c'était mes observations à la lecture des deux communiqués. Alors, au-delà, non, mais quand même, officiel, lu et relu. Oui, mais Emmanuel, ceux qui nous dirigent. Document officiel, lu et relu. Manu, il ne faut pas défendre ça. Ceux qui nous dirigent ne sont pas non plus des extraterrestres. Manu, si tu retrouves dans ton diplôme. Oui, mais à l'école, on t'apprend à faire de la dictée. Emmanuel, si tu retrouves un muet à la fin de ton nom, Emmanuel, sur ton diplôme, tu vas demander une correction. Le CNRD ne se limite pas. C'est pas inutile, Manu. Non, c'est pas autant il est important de préciser. D'accord. Je finis. Autant il est important de préciser qu'il y a eu des erreurs, il est aussi important de préciser qu'il s'agit d'une œuvre humaine. Moi, je ne suis pas. C'est un communiqué officiel. Il ne s'agit pas là d'une seule personne. C'est un communiqué du CNRD. On estime que tous les membres, ou bien la plupart des membres du CNRD ont eu le temps quand même de relire. Et parmi eux, il y a des intellectuels, ils peuvent revoir cela. Non, je suis désolé. Il faut estimer, pas banaliser ça, Emma. Il faut estimer que si le communiqué n'est pas passé par la DCI, certainement, il n'y a pas quelqu'un qui pourrait vraiment observer ces règles orthographiques et grammaticales dans la rédaction de leur communiqué. Encore une fois, il faut souffrir d'entendre ça. Il y a des fautes qui ne doivent pas être tolérées, surtout quand il s'agit vraiment de communiqués officiels qui engagent toute une république. D'accord ? Qui engagent toute une république. Je vais continuer sur mon analyse parce que je ne trouve pas vraiment opportun de gaspiller mon temps d'intervention sur ce débat-là. Guiba Milimono, venons-en au fait. Vous savez, il y a quelques mois en arrière, depuis janvier-février 2022, il y a cette idée, ou en tout cas ces annonces de fédération Guinée, Mali, Burkina Faso, qui a été vendue à l'opinion. Ça a suscité assez de débats là, au sein des opinions publiques de Guinée, du Mali et du Burkina Faso. Lui, je me rappelle même, il a posé la question, qu'est-ce que la Guinée a gagné dedans quand le débat s'est posé. Quelques mois après, pour tous ceux-là qui observent l'actualité de ces trois pays, vous sentez quand même l'éloignement de la Guinée à la République sœur du Mali. On le sent, qu'on veille, qu'on le dise ou pas, pour ceux-là qui observent régulièrement, ou en tout cas de façon objective, l'évolution des situations politiques en Guinée et au Mali, on sent qu'il y a un certain éloignement entre les deux pays. La dernière mission, encore si ma mémoire est bonne, qui est arrivée à Conakry dans le cadre justement de cette fédération, c'était des Burkinabés. On n'a vu aucune délégation malienne autour de la table. Il n'y avait que deux drapeaux, le drapeau burkinabé et le drapeau guinéen. On n'a pas vu les Maliens. D'accord ? Et vous avez assisté à quelque chose peut-être qui a échappé à beaucoup de gens. Le président Goïta a perdu son père. Il a perdu son père. Aucune délégation de la Guinée, aucun communiqué officiel n'a été adressé au Mali pour présenter des condoléances. Et vice-versa, on a perdu l'ex-première dame ici. Aucune délégation, aucun communiqué venant de la République sœur du Mali n'a adressé les condoléances aux autorités guinéennes. D'accord ? Et depuis, il y a cet éloignement-là. Pourquoi ? C'est de l'avis de plusieurs observateurs. Pourquoi cet éloignement ? Vous le savez très bien, le Mali ne part pas du dos de la cuillère aujourd'hui pour exprimer son opposition catégorique à la politique française sur leur territoire. Donc, il y a un divorce qui est déjà consommé entre la France et le Mali. Ça, c'est connu. Et pour tous ceux-là qui savent mieux, n'est-ce pas, de la junte en République de Guinée, on sait ce rapprochement qu'il y a entre l'Élysée et le palais Mohamed V. On le sait très bien. Et
il faut même voir la sortie, l'une des sorties du président Macron. Il a eu à le dire. Le colonel Doumbouya est un jeune officier patriote. Ils se parlent régulièrement. Et donc, ils sont prêts à accompagner. La France n'a pas, en tout cas, manqué d'exprimer son soutien à la transition guinéenne, contrairement à celle du Mali et du Burkina Faso. Donc, c'était une précision juste par rapport à la relation. Oui, justement, c'est quand même ce qu'il faut rappeler. Les pays n'ont pas d'amis, les pays ont des intérêts. Absolument. C'est pas parce que le Mali a un discours aussi martial, dur, vis-à-vis de la France que la Guinée devrait aussi s'aligner. Justement, on tient compte un peu de l'intérêt aussi de son pays. Comme on aime à le dire, l'ennemi de ton ami est ton ennemi. L'ami de ton ami est ton ami. Mais oui, mais sauf que là, c'est des États. Oui, aujourd'hui. C'est une question stratégique, c'est des intérêts Aujourd'hui, c'est qu'il faut... Parce que ce n'est pas forcément l'amitié qui est mis au devant de la scène. Oui. C'est les intérêts qu'on défend. Exactement, les intérêts. Mais aujourd'hui, c'est qu'il faut comprendre. Le Mali et le Burkina, le Mali et le Burkina ont plus d'intérêt avec la Russie aujourd'hui qu'avec la France. Tout comme la Guinée, qui est sous la coupole, si on peut le dire comme ça, de la France, a plus d'intérêt à aller dans le sens, est-ce que vous l'avez même relevé dans le communiqué. Ils n'ont pas été aussi caustiques comme le Mali et le Burkina, parce que tout simplement, ils ne veulent pas. En fait, il faut être modéré pour éviter de faire mal, n'est-ce pas, à la France, qui est déjà positionnée contre cette transition qui est annoncée au niveau du Niger. D'accord? Ça, c'était une précision d'Ibamne. Par rapport donc à l'intervention militaire et aux sanctions qui sont prises contre le Niger. C'est un pays fragile, il faut le dire. Le Niger, pour ceux qui ne le savent pas, est un pays fragile dans la sous-région. Ça, il faut qu'on le dise. L'indice de développement de ce pays, et notamment le revenu par tête d'habitant de ce pays, c'est en deçà de $800. C'est moins de 800 dollars par la moyenne en tout cas. D'accord? Et donc, c'est un pays qui traverse assez de difficultés liées aux conditions sociales, mais aussi même économiques. On le sait. Au niveau de l'IDH, en 2021, il occupait la dernière place au plan mondial. Voilà. Et donc, quand on asphyxie un tel pays avec cette batterie de mesures, de sanctions, je pense que ça va davantage exposer le pays à d'énormes risques d'instabilité. D'accord? Oui, puisqu'il risque d'avoir des problèmes endogènes. Effectivement. Et donc, mais est-ce qu'il n'y a pas lieu pour cette junte-là de réfléchir ou en tout cas d'accepter, même s'il faut poser des conditions, que l'ordre constitutionnel soit rétabli? Ce n'est pas une première. On a vu pour Michel Kafando au Burkina Faso, il a été renversé et après, à la suite des négociations, il a été rétabli comme président de la transition. Michel Kafando au Burkina Faso. Si on a connu la même chose au Mali aussi avec Dioncounda Traoré, quand le capitaine Sanogo lui a enlevé, et puis même avec ces violences qui ont suivi, et après, à la suite des négociations, il a accepté de céder. On lui a même, n'est-ce pas, proposé des avantages. On a fait de lui du capitaine, du grade de capitaine, on lui a élevé au grade de général. Ça a été fait à la suite justement de ces accords. Donc, y a-t-il pas lieu pour les putschistes de négocier leur sortie, de réfléchir à ces options de négociation pour sauver la patrie, parce qu'ils le disent. Si c'est pour sauver leur patrie, si c'est pour vraiment sauvegarder l'intérêt supérieur de la nation, il faut éviter d'aller au pire. Si c'est pour sauver, il faut juste aller sur la table de négociation, poser, n'est-ce pas, des conditions, afin que ces conditions-là soient examinées. Parce qu'encore une fois, si ce coup d'État au Niger passe Guiba Milimono, il faut dire que l'avenir de la sous-région est fortement menacé. Ça devient incertain désormais. Parce que tout simplement... Il ne faut pas occulter une chose. Il faut permettre justement à la CEDEAO aussi de pouvoir revenir sur des négociations possibles et non pas seulement aux pushistes de vouloir négocier. À la CEDEAO aujourd'hui de mettre des propositions sur la table et les envoyer à la négociation, non pas avec des arguments de menace de la force militaire qui vient faire la guerre avec eux. Le chef d'état-major
général du Nigeria est arrivé là-bas, pendant que les négociations étaient en cours, la junte, ou en tout cas les putschistes, sont allés à la vitesse supérieure. Et il y a Déby aussi qui a été désigné pour être médiateur. Mais mandaté par qui? Déby est mandaté par qui? Il est venu de lui-même. De lui-même, d'accord. Mais voilà, pour accompagner... La CEDEAO doit aller crescendo. Babila le rappelait au début, avec ses bactéries de mesures contre le Niger, asphyxierait l'économie et même le pays du Niger et finalement pourrait contraindre l'armée ou les militaires à pouvoir venir et accepter à négocier. Je pense qu'il faut aller progressivement, mais la décision d'aller à l'affront et dans la guerre, pour moi, c'est intenable et ce n'est pas soutenable. Et si on se rappelle de l'histoire, on pourra permettre justement de comprendre. Et le problème aujourd'hui, c'est la méconnaissance de l'histoire par les jeunes Africains. Voilà, exactement, c'est ce que j'allais en venir. Encore une fois, il faut qu'on fasse très attention. J'ai l'impression que ces pouvoirs militaires sont en train d'abuser de l'illettrisme des peuples, ou en tout cas de l'ignarité des nations, puisque de leur pays. Puisque le peuple n'a pas l'esprit assez critique. Assez critique pour apprendre, n'est-ce pas, de l'histoire même, de l'historicité même de ces coups d'État. Débattre et quand on sait l'avènement des indépendances et la vague de coups d'État qui a envahi nos États, avec leurs conséquences, d'abord les motivations de ces coups d'État, les conséquences que ces coups d'État ont engendrées dans ces pays, et depuis les coups d'État militaires qui sont intervenus dans les différents États africains jusqu'à date, je pense qu'il nous revient, nous, la nouvelle génération, de porter le regard critique sur l'historique de ces coups d'État-là, pour comprendre réellement ce qui en est et poser le vrai débat par rapport à cette vague, n'est-ce pas, de renversement de l'ordre constitutionnel auquel, attendez, on est il ne faut pas éduquer l'histoire. Je veux tout simplement rappeler à Babila cette histoire. Il va finir. Il va finir. J'ai voulu t'interrompre, mais je t'ai laissé continuer. Quand il parle d'histoire, il y a des exemples qui ne finissent pas que je voulais lui donner pour lui permettre de savoir ce que certaines transitions militaires ont pu changer dans le monde et pas seulement qu'en Afrique, et permettre de comprendre qu'en réalité aujourd'hui il faut plus considérer les pouvoirs militaires dans les régimes désormais et de les prendre en compte dans les gouvernances des pays. Dans toutes les constitutions des pays dans lesquels ces coups d'État ont eu lieu, aucune constitution, n'est-ce pas, n'autorise le coup d'État militaire. La prise du pouvoir de façon violente, de façon illégale et illégitime est condamnée par l'ensemble de ces pays-là. Et c'est pour preuve, la nouvelle constitution malienne, dans ses dispositions, vous allez voir, dans la nouvelle constitution malienne, il y a une véritable... Exactement. Et allez-y lire cette nouvelle constitution, l'article 187 de la nouvelle constitution du Mali. La constitution qui vient d'être adoptée. Qui vient d'être adoptée, encore une fois, il faut le dire, en ce mois de juillet d'ailleurs. Il est dit, l'article 187, tout coup d'État ou putsch est un crime imprescriptible contre le peuple malien. Ce sont eux qui le disent. D'accord? Et là, aujourd'hui... ce qu'il faut noter, que l'article-là, la Constitution a été adoptée par des putschistes eux-mêmes, qui condamnent eux-mêmes le coup d'État. Les raisons, attention. Encore une fois, la solidarité des putschistes. Cet article-là émane d'une constitution qui a été portée par la population malienne. Ça n'a rien à voir avec la condition du Niger. Encore une fois, c'est pour dire en fait, il fait le lien entre les putschistes. Non, mais l'autre chose... Vous savez, là, c'est le serpent qui se mord la queue. Non, mais exactement. Pas du tout. L'autre chose, attendez. C'est pour dire que eux-mêmes, ils reconnaissent... L'autre chose... Je pense qu'il faut recadrer les choses. Il ne faut pas porter cette constitution à l'actif des putschistes maliens. Encore une fois, cette disposition, je vais terminer là-dessus, veut dire tout simplement dire que le coup d'État est une mauvaise option pour tenter de s'emparer du pouvoir. Donc la solidarité, c'est par rapport à ce qui arrive solidarité. Il faut remarquer, je vais terminer là-dessus, l'incapacité des pouvoirs qui sont là aujourd'hui, des pouvoirs légitimes, démocratiques qui sont là, la corruption dans le pays,
l'insécurité Est-ce qu'on que ça voit, a cessé? la famine, Est-ce que ça a cessé? des choses qui expliqueraient des coups d'État. Cela Et quand a on prend des cessé? exemples, je veux juste permettre Encore à une Babila fois, de comprendre. attendez, Quand on prend le sur cas ça. de Bonaparte, Ça ne peut pas marcher. ce sont ces régimes-là qui ont changé. Même De Gaulle aujourd'hui que les Français sont en train d'aduber, de parler. N'oublions pas que c'est un régime militaire qui est en train de venir faire ces choses-là. On a plusieurs exemples. On a le cas du Ghana qui a changé la démocratie qu'on parle au Ghana. C'est venu comment? C'est la même chose. C'est pour dire encore une fois, je veux tout simplement permettre à Babila de comprendre ces choses. N'a pas lieu d'être. La comparaison avec n'a Bien pas lieu sûr. d'être. Avec Djokovic Parce que Traoré, tout c'était simplement, la comparaison, tout Babila. simplement, D'accord. au moment Il va finir. où De Gaulle venait en France, il faut se renseigner aussi de cette histoire. À quand est-ce que De Gaulle a pris le pouvoir en France? C'était dans quelles conditions? Là aussi, par rapport à... Tu fais cette comparaison, tu passes complètement à côté de Mais la De plaque. Gaulle même avait dit Parce que il tout faut simplement- savoir quitter les choses avant qu'elles ne vous quittent. Exactement. Voilà. Donc, Allez-y. pour terminer, Guy Bamilimono, je vais terminer là-dessus encore une fois. Ces pouvoirs militaires, cette solidarité entre ces militaires ne fera qu'engouffrer notre sous-région et provoquer, n'est-ce pas, comment dire, l'implosion dans la sous-région et même organiser une sorte de... Pour vous aujourd'hui, il faut, pour vous, Comme il a dit, c'est à une vous nouvelle écouter, ère vous voulez dire qu'il dictature faut moderne. freiner cet élan de coup Il d'État. faut freiner encore une fois. Si ça passe au Niger, D'accord. c'est là Babila encourage une intervention militaire au Niger qui va envoyer un carnage, qui va avoir des conséquences. En tout cas, c'est pas Qu'est-ce que contre le l'intervention peuple, militaire de la ce France n'est pas a changé en contre Libye? le D'accord. peuple. Imaginez Guy Bamilimono. D'accord. Dans cette histoire, personne, tu me laisses aller. n'êtes pas à Personne, l'antenne. il avait son temps d'antenne. Personne, encore une fois, n'avait senti le sentiment anti-français au Niger, sauf après la prise du pouvoir. On Allez-y. se sert du peuple comme bouclier pour tenter de légitimer le putsch en affichant une certaine opposition à la politique française. Et cette Vas-y, CEDEAO, allez-y, Emmanuel. même la transition guinéenne, si cette CEDEAO n'a pas su faire quelque chose face à la junte guinéenne, c'est parce que tout simplement, la France-Afrique que tu pointes du doigt là, c'est cette France-Afrique, c'est cette géopolitique qui s'est invitée D'accord. dans le coup d'État. Merci. Allez-y, Emmanuel. D'accord. Là, on n'aura pas assez de temps pour que je puisse m'exprimer. Non, vous allez revenir après. Allez-y. D'accord, ce serait bien qu'on puisse le faire. Moi, je voudrais, au milieu de tout ce brasier, de tout ce bourbier, de tout ce gouffre, moi, je voudrais qu'on se pose la question, c'est quoi la volonté du peuple nigérien? Parce que je pense que c'est ce qui compte au-delà de tout. Et dans l'opinion publique, en tout cas, vous avez écouté Sarki Abakar du côté du Niger, mais aussi sur les vidéos et sur tous les éléments de l'AFP qui sont réalisés, vous comprenez quelque part que la population a plus ou moins avalisé la question de ce coup d'État. Et je pense que c'est un élément important qu'il ne faudrait pas que les autorités de la CEDEAO perdent de vue. Maintenant, sur la question de principe qu'a adopté les différentes transitions, notamment celle du Mali, mais aussi du Burkina Faso et de la Guinée, j'estime que c'est de bonne guerre, tout simplement parce que le fait de condamner les coups d'État, le coup d'État du Niger, alors qu'eux-mêmes sont le fruit du coup d'État, serait tout simplement en porte-à-faux avec leur statut à eux-mêmes. Donc ça va en ligne droite avec la question de ces déclarations. Maintenant, l'autre chose, par rapport à la situation du Mali, ce dont Babila était en train d'évoquer, c'est que cette disposition, vous savez, on le dit très souvent en droit que la loi dispose pour l'avenir. Ça veut dire qu'on estime que pour l'avenir du Mali, que à partir de maintenant là, tout doit être réuni, tout doit être fait en sorte qu'il n'y ait plus de coup d'État dans ce pays-là. Est-ce que c'est le cas au Niger? Ce sont deux pays qui sont différents. Donc je pense que autant ils ont pu prendre les armes, pour prendre en main le destin du pays, ils doivent pouvoir aider, en tout cas, et d'ailleurs, même la déclaration malienne est en porte-à-faux avec la nouvelle constitution qui vient d'être adoptée. L'article 117 de la même constitution dit que la déclaration de guerre est autorisée par le Parlement, réunie spécialement en congrès et à cet effet, à la majorité absolue de ses membres. Mais il n'y a pas de déclaration de guerre. Il n'y a pas de déclaration de guerre. Intervenir au Niger. On va marquer une courte pause. On se retrouve dans un court instant, juste après nos obligations commerciales. On va se retrouver. On était avec vous, Emmanuel, sur le cas du Niger avec
ces déclarations tous azimuts? Absolument, ces différentes déclarations qui, j'ai envie de dire, résultent d'une ligne qui ne pouvait qu'être que ça, parce que vous êtes dans de différentes transitions, vous êtes issus des coups d'État, donc il va de soi que vous vous inscrivez dans cette même ligne. Maintenant, sur la question à savoir, est-ce que ce sont les putschistes ou les militaires qui vont en sortir victorieux, ou est-ce que c'est la CEDEAO qui va arriver à bout? Pour l'instant, je reste perplexe. Je pense beaucoup plus pour l'option des militaires. Je ne justifie pas le coup d'État, je ne le défends pas, parce que j'estime, comme je l'ai dit hier, différemment à la question de la Guinée, par exemple, ou au Burkina Faso, plutôt au Niger, on avait un président qui était régulièrement élu, qui était à la 2e année de son mandat. Donc si on avait naturellement des revendications, mais aussi des éléments à reprocher à ce président-là, il y a des voies et moyens pour le faire. Mais de là à le déposer tout simplement, c'est une mauvaise tradition qu'on est en train d'instituer. Maintenant, moi, mon sentiment par rapport à tout ce qui est en train de se dire, tous ces discours-là, c'est que tout simplement, ni les civils, ni les militaires ne font en réalité l'affaire de l'Afrique. Parce que vous voyez dans les agissements des uns et des autres qu'au-delà des discours, ce qui se fait en bas, les actes ne traduisent pas forcément ce que les paroles portent comme message. Et sur la question sécuritaire, par exemple, je le disais tantôt, si les militaires estiment qu'il y a problème de sécurité, ce que les statistiques ne nous prouvent pas forcément, parce que de la période où Mohamed Issoufou, le président Issoufou Mamadou Issoufou était président, quand vous prenez le ratio, il y avait plus d'attaques djihadistes à cette époque que maintenant là. On sait qu'il y a plusieurs éléments qui peuvent rentrer en compte sur le fait que les opérations ou les attaques se sont assagies, mais ce qui est sûr, c'est qu'on était dans un climat plus ou moins apaisé sous Mohamed Bazoum par rapport à Mamadou Issoufou. Maintenant, sur la question économique, comme je l'ai dit, en 2021, c'était un pays qui était au bas de l'échelle, qui était le dernier en termes d'indice de développement humain. Mais avec le temps, on sait qu'il y a pas mal eu d'évolution. Il y a eu 27% dans le cadre de l'agriculture, il y a eu de l'évolution. Maintenant, je termine par dire que sur les coups d'État, de principe, il faut les condamner. En tout cas, sur ce qui s'est passé, par exemple, au Niger, c'était un président qui était régulièrement élu. Dans tous les cas, si les populations estiment que c'est le meilleur choix qui peut s'imposer à leur destin, il va de soi qu'on ne peut que suivre cette option-là. Voilà, nous avons le ministre porte-parole du gouvernement, Ousmane Gawalani. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. Alors, on a vu ce communiqué du CNRD où on dit les mesures de sanctions préconisées par la CEDEAO, incluant une intervention militaire, est une option qui ne saurait être une solution au problème actuel. De ce fait, le CNRD s'abstient d'appliquer ces sanctions illégitimes et inhumaines contre le peuple frère. Donc, on peut dire finalement du côté de Conakry, à l'image du Burkina Faso, du Mali, on s'aligne derrière les nouvelles autorités du côté du Niger. Est-ce que c'est cela? Je pense qu'il ne faut pas réduire le courrier du CNRD et des autorités guinéennes à un alignement. Il faut d'abord rappeler notre position de membre fondateur de cette organisation, bien sûr qui mérite l'attention de tous ses membres, mais aussi rappeler les principes qui ont guidé sa construction, renforcer l'unité des peuples, réduire les conflits, favoriser une intégration économique des États membres. Ça, ce sont les principes fondateurs. Guidé par cela, il ne peut pas y être... Sur Radio Espace et Espace TV, le Before GG. Comme principale, comme première solution, l'usage des armes. Ceci ne peut pas être envisagé. On ne peut pas considérer que la première solution à faire, ce sont les armes. C'est ça, ceci est contre les populations, ceci est contre l'unité de la région, ceci est contre la politique des pères fondateurs. C'est cela que notre communiqué rappelle. Après, nous soulignons aussi que la sous-région est en proie à beaucoup de crises, des crises de sécurité, des crises migratoires qui affectent sa jeunesse. On l'a vu dans la Méditerranée et ailleurs.
et donc qui mérite une attention tout aussi soutenue des chefs d'État de la sous-région. Mais qu'est-ce qui se fait dans ce secteur-là? Ce qu'on a constaté, c'est que la plupart des pays sont abandonnés à eux-mêmes pour faire face aux questions sécuritaires qui pourtant menacent l'entièreté des pays de la sous-région. Mais personne, il n'y a aucune politique dans ce sens-là. Les questions économiques et sociales qui poussent la plupart de nos citoyens à choisir les chemins de l'aventure et de l'exil ne trouvent pas de réponse dans les politiques publiques. Donc, lorsqu'il y a une crise, se mettre autour de la table, c'est nécessaire, apporter des condamnations de principe, tout ceci, certains d'entre vous l'ont souligné, c'est nécessaire. Mais il faut faire attention que l'usage de la force ne soit pas la première option. Celle-ci ne pourra qu'exacerber les tensions et certainement conduire à une crise encore plus grave, humanitaire, sociale, qui pourra encore renforcer le chemin déjà extrêmement difficile de l'intégration sous-régionale. Donc voilà ce que nous mettons dans ce communiqué. Je pense qu'il ne faut pas réduire ça simplement à un alignement. Il y a des questions fondamentales qui assaillent nos sociétés auxquelles et qui devraient en premier lieu intéresser les chefs d'État de la sous-région. Monsieur le ministre, la particularité du cas du Niger, c'est que nous avons en face un président qui a été régulièrement élu. C'est d'ailleurs l'un des seuls à succéder de manière à travers une élection transparente qui a été acceptée du tous du côté du Niger. Comment est-ce que, chez vous, vous pouvez accepter, parce que ce n'est pas le cas de la Guinée, où on était en face à un troisième mandat, il y a eu déjà un coup d'État constitutionnel qui a mené à un coup d'État par les armes, sauf que dans le cas du Niger, il s'agit d'un président démocratiquement élu. L'élection, manifestement, les élections ne suffisent pas à régler les problèmes des sociétés africaines, et d'ailleurs, beaucoup de pays au-delà de l'Afrique. Il ne faut pas réduire simplement la nécessité de la stabilité, la nécessité de la continuité et du bon fonctionnement de l'État à une élection, quelle que soit la qualité de cette élection. Ce n'est pas, en tout cas, l'histoire de l'Afrique, l'histoire récente du monde prouve que ce n'est pas ça la solution. Et qu'est-ce que les Africains doivent mettre sur la table, les Ouest-Africains, pour stabiliser leur pays, pour stabiliser les institutions, pour faire en sorte de trouver d'autres alternatives. Là, CEDEAO doit s'occuper de ça. Il ne suffit pas de dire, oui, il a été régulièrement élu, et donc il doit rester. Les crises qui couvaient à l'intérieur, certainement... Non, mais monsieur le ministre, vous savez très bien que selon les dispositions de la Constitution, lorsque vous avez été élu, le pouvoir se dévolue, se transmet par le biais des élections. Donc s'il y a des revendications à faire, il y a des mouvements appropriés à cela. Il ne faudrait pas qu'on institue comme tradition qu'à chaque fois qu'on n'aime pas la tête d'un président, qu'il faut prendre les armes. Je dis simplement ceci. Je dis les problèmes qui sont posés par ces instabilités n'ont pas encore trouvé de solution. Il faut s'y pencher dessus. Si on reste dans les connaissances livresques pour dire que le principe c'est de dire vous êtes élu, vous restez, tout le monde doit se soumettre, etc., c'est très beau. Mais est-ce que c'est ça la réalité? Non. Ça veut dire qu'il faut tenir compte de la réalité pour apporter des réponses appropriées. C'est ce que moi je suis en train de dire. Vous pouvez dire tous les beaux principes que vous souhaitez. Si ces principes ne correspondent pas à la réalité, c'est de la réalité qu'il faut partir, trouver des solutions. Monsieur le ministre, vous rappeliez tout de suite là que l'intervention militaire ne devrait pas être la première solution ou la première alternative. Et je suis parfaitement d'accord avec vous sur ce sujet-là. Cependant, qu'est-ce que la Guinée propose donc pour amener ces pushistes du côté, les nouvelles autorités du côté du Niger à une sortie de crise? Écoutez, nous, on n'a pas été conviés. Comme vous le savez, la Guinée est suspendue des instances de la CEDEAO. Ce que nous voulons, ce que nous avons dit, c'est aussi rappeler à la responsabilité les dirigeants de la sous-région. De dire attention, essayez autre chose, trouver d'autres alternatives et que cela ne soit pas l'option. Parce que cette option-là est très risquée. On peut peut-être arriver à bout d'un groupe d'hommes, d'une armée pour installer un président, mais après, sur la durée, comment vous faites pour qu'il soit là? Comment vous faites pour que les populations ne vivent pas ça comme une agression extérieure qui finalement les impose quelqu'un? Comment vous faites sur la durée pour réconcilier les positions antagonistes qui sont aujourd'hui, qui ont éclaté à cette crise-là? Je pense qu'il faut aller rechercher la résolution des crises de manière durable pour répondre aux problèmes. Les Ouest africains ne doivent pas se contenter simplement de dire oui, les élections sont passées bien. Quand les pays sont en difficulté, certains, les crises n'ont pas encore éclaté dans notre sous-région. Quand il y a des difficultés, et donc on entrevoit, vous les journalistes qui êtes en première ligne des observations des difficultés que nos pays traversent,
vous faites ce que vous voulez, vous pouvez pour alerter. Mais qu'est-ce que les dirigeants font pour s'approprier de ces crises avant qu'elles n'éclatent, avant qu'elles s'exacerbent? Parce que tout ceci, ça suit un cheminement finalement, dans tous nos pays. Et qu'est-ce que les CEDEAO fait pour anticiper, pour éviter que les crises qui couvrent n'explosent? Et c'est là aussi qu'il faut aller chercher des solutions. On ne doit pas toujours venir en ambulancier. Il faut peut-être plus d'attention, plus de solutions, plus de regard pour anticiper sur les causes de ces crises-là, que d'arriver toujours à la fin pour une crise avec le même comprimé paracétamol pour tous les maux qui touchent les sociétés, indistinctement des réalités qui touchent chaque nation. Ces pays-là, le Niger, le Mali, le Burkina Faso, d'une certaine manière, même le Nigeria, sont en proie à une insécurité qui dure depuis longtemps. Chacun est mobilisé dans ses frontières et chaque pays est abandonné à lui-même pour faire face à ça. Et ça, c'est un problème important. Et on voit bien que dans les discours des uns et des autres, les armées se retrouvent réduites à rien du tout. Ils remettent ça en cause. Ils disent non, on est capable. C'est nos pays qui sont agressés, on ne nous donne pas les moyens, on ne fait pas ça. Je pense qu'il faut aller rechercher les causes de ces crises et apporter et on a suffisamment d'intelligence en Afrique de l'Ouest pour que l'on ne considère pas l'usage de la force armée comme une solution pour régler. Jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on a mis sur la table pour régler? On a mis que cela. On va aller chercher nos armées, on va aller vous botter dehors, vous ramener quelque... Est-ce que c'est une solution durable et sans conséquences humaines sur les populations et sur la stabilité de la région? D'accord, allez-y Félix. Le cœur de la déclaration du gouvernement et des autorités guinéennes. Alors, monsieur le ministre, deux questions rapidement. La première question, c'est l'effet contagieux de ces coups d'État. C'était le Mali, après c'est la Guinée, après c'est le Burkina. Aujourd'hui, on parle du Niger. Demain, ce sera quel pays? On se pose la question. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut déjà intervenir pour stopper l'hémorragie de ces coups d'État? Ça, c'est la première des questions. La deuxième question, au cas où la CEDEAO centenaire, vaille que vaille, a envoyé une armée pour extirper ou pour bouter dehors ces poutistes, est-ce que la Guinée est disposée à donner un coup de main au peuple frère du Niger? Au même titre que le Burkina ou le Mali. Puisque le Mali dit que toute intervention militaire au Niger signifierait tout simplement une déclaration de guerre contre le Burkina et le Mali. Est-ce que si toutefois, comme le dit Félix, une intervention, la solution tout militaire serait celle qu'ils vont mettre en avant, est-ce que la Guinée prendrait des armes? Non, écoutez, moi je m'exprime d'abord au nom des autorités guinéennes. Je pense pas au nom des pays amis et frères, quelles que soient nos relations approfondies. Non, c'est pas comme si, et cela n'apparaît pas dans notre déclaration, nous disons simplement, attention, il y a un risque humain énorme et ces risques-là peuvent déstabiliser l'ensemble de nos pays. Il faut faire attention. Et c'est ce que nous disons à ce stade, c'est ça notre position. Maintenant, si on trouve qu'il y a d'autres, que les gens, que cette mise en garde trouve un écho favorable, ce sera tant mieux. De toute façon, vous dites stopper l'hémorragie. Pensez-vous que par une intervention militaire, on peut stopper des questions toutes différentes qui s'opposent d'un pays à un autre? Est-ce que parce qu'on aura... Il y a déjà eu dans le passé, en Sierra Leone, on avait ramené Tidjane Kaba, je crois. Les Comores avaient ramené Tidjane Kaba au pouvoir après plusieurs années de difficultés, plusieurs mois de préparation, il est revenu. Et alors, qu'est-ce que ça avait fait en réalité? Est-ce que ça avait permis à Tidjane Kaba de continuer, etc. Il y a eu des questions, il y a eu un précédent. Je dis, le tout militaire n'est pas une solution. La Sierra Leone, le Libéria, aujourd'hui, c'est grâce à l'attention, à l'appui, aussi bien de la CEDEAO, de la communauté internationale africaine, que ces pays ont réussi à se stabiliser. Et ça s'est fait souvent en trouvant des compromis entre tout ce qui se faisait la guerre dans le temps. Et ça a permis de créer ce climat de confiance indispensable à la stabilité et à la solidité des institutions de ces pays. C'est à cet appel que nous faisons aux dirigeants de la CEDEAO. Nous leur disons qu'il y a des voies alternatives aussi. Ces voies-là, c'est d'abord aller écouter les protagonistes, les entendre, essayer de faire le nécessaire pour rapprocher les points de vue pour sortir de la crise. Et pas forcément déverser des tonnes de militaires, des tonnes d'armes, des tonnes de bombes sur un pays. Mais finalement, le pays lui-même, la population, va se trouver dans le devoir de résister à ça, parce que personne n'aimerait que son pays soit bombardé par un tiers, peu importe la raison.
Quand vous venez, c'est un jour qu'on va vous applaudir. Le lendemain, on va vous demander de partir. Et comme ça sera une volonté de tout le peuple qui va venir. Et alors, on fera quoi? Qui sera écouté pour jouer éventuellement à la médiation, à l'arbitre? La CEDEAO a cette crédibilité. Entre les protagonistes, je pense qu'elle devrait se maintenir dans cette crédibilité, de veiller à ce que les uns et les autres se parlent et qu'on arrive à sortir de cette situation au lieu de prendre position de façon unilatérale, même si par principe cela est nécessaire, mais il faut tenir compte de la situation politique des pays. Et l'histoire du monde prouve que une armée étrangère, entre guillemets, n'a jamais réussi à vaincre les pays les plus petits, imaginaires. Hein, l'Afghanistan, l'armée est restée 20 ans et a fini par replier en disant que ce n'est pas possible. Alors, monsieur le ministre... Je pense qu'à un moment donné, il faut faire attention. D'accord. Alors, monsieur le ministre, il y a deux hypothèses possibles, peu importe les moyens par lesquels on va y parvenir. C'est que soit les putschistes vont rester au pouvoir, soit Mohamed Bazoum reprend son pouvoir. La question, c'est de savoir, est-ce que du côté du CNRD, on pencherait plus pour la continuité de ce que les putschistes ont commencé ou pour le retour aux affaires de Mohamed Bazoum? Nous appelons à la calmie et à la recherche des voies d'équilibre permettant de sortir de cette situation. C'est à ça que nous appelons. Nous ne prenons pas des positions pour dire Bazoum ou Paulo Pierre, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Nous disons de ne pas aggraver et aller dans l'escalade militaire. Ce n'est pas une solution parce que la stabilité de la CEDEAO même peut être en jeu. Si on pousse les pays de se retirer les uns après les autres, qu'est-ce qui reste de la CEDEAO? Mais s'il n'y a plus de CEDEAO, qui va parler après? Si tous les pays se retirent de la CEDEAO, après on va faire quoi? La CEDEAO va servir à quoi? Elle sera morte de sa belle mort, et puis après, comment on va réconcilier? Est-ce que ça va faire disparaître les problèmes? Je pense qu'il faut veiller à ce que cette organisation sous-régionale, qui a son utilité, reste, et que les pays demeurent en son sein, et qu'on respecte un peu un certain cadre de souveraineté de chaque État. Et ça, c'est fondamental pour que l'organisation même continue à survivre et à jouer un rôle tant soit peu. Et c'est très important. Si vous poussez tout le monde dehors, mais vous n'aurez même plus à parler d'eux. La Mauritanie n'est plus de la CEDEAO. Il y a les crises de la Mauritanie. Mais qui va aller là-bas? La CEDEAO va aller intervenir? Non. Il va parler? Non. Est-ce que ça veut dire que parce qu'il n'est plus à la CEDEAO, il est à l'abri de toutes les formes de crise possibles? Non. Donc il ne faut pas pousser les pays dehors, parce qu'après on ne peut même plus avoir la légitimité d'aller intervenir, y compris en jouant la médiation. Il faut faire attention. Nous sommes sur un fil rouge, il faut faire attention. Alors, plutôt que de chercher à faire en sorte que cette organisation sous-régionale survive, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut tout simplement la refonder? Parce que comme la SDN dans les années 1900, elle a complètement montré ses limites, notamment sur les questions de ses moyens. Elle n'a pas tous les leviers possibles pour les appliquer. Est-ce que vous ne pensez pas qu'au lieu de chercher, de bricoler, à la faire survivre, il faut tout simplement la refonder et pour permettre à certains problèmes d'être pris en compte? Justement, comme dirait Nicolas Sarkozy, qu'on ne peut pas gouverner le monde du 21e siècle avec les institutions du 20e siècle. Est-ce que le débat aujourd'hui, c'est d'aller vers une réforme totale de l'institution pour trouver une solution à ces problèmes-là? C'est nécessaire. C'est un débat qui est légitime et qui a toute sa place dans la sous-région. Et aussi, dans les solutions, nous devons arrêter le mimétisme. Nous devons inventer des solutions ouest-africaines à nos problèmes. Nous devons trouver les mécanismes qui respectent les contextes de nos pays, les contextes de nos traditions et de notre culture. Nous devons africaniser les solutions aux problèmes qui sont posés à nos sociétés. Et ça, c'est très important. Ça veut dire qu'il faut réadapter la mission de la CEDEAO, tenir compte des réalités du moment. Peut-être que cela n'exige pas forcément qu'elle soit dissoute et recréée, mais en tous les cas, un sursaut indispensable de sa prise. Regardez ce qui se passe dans tous les pays, même ceux qu'on croit stables. Même ceux qu'on croit stables. Et il faut absolument faire attention à tout ça et redonner encore pour redonner de la force à ça. Il faut être à l'écoute des peuples. Il faut être à l'écoute des peuples. Les médicaments qui sont dans la pharmacie de la CEDEAO ne sont plus adaptés aux maux et aux maladies qui, qui touchent la sous-région. Il faut donc retrouver des bons médecins
réécrire, faire et refaire un diagnostic, avoir des médicaments adaptés. Et c'est ça qui est nécessaire pour la survie de la CEDEAO et pour la rendre plus efficace. C'est un débat qui est légitime, c'est un débat qui est ouvert à tout le monde. Et je pense que c'est nécessaire qu'on trouve les voies et moyens pour faire pour garder cette institution et la donner des missions encore plus importantes pour permettre à nos pays finalement d'aller de l'avant. D'accord, allez-y Yaoulatou. Alors, monsieur le ministre, à l'image de plusieurs pays, vous condamnez le fait que la CEDEAO émet une volonté en tout cas d'envoyer des militaires du côté du Niger. Aujourd'hui, on aimerait, comme le Mali et le Burkina Faso, on n'a pas vu un communiqué. Pourquoi la Guinée ne s'est pas associée au Mali et au Burkina Faso pour faire un même communiqué, d'autant plus que les deux communiqués sont sortis hier lundi. Justement, dans le même sens, on sentait ce mariage parfait entre la Guinée et le Mali aujourd'hui. Plusieurs observateurs estiment que le fossé s'est creusé entre les deux États. Le Burkina et le Mali ont uni leurs forces et leur position pour sortir ce communiqué conjoint. Et solitairement, le CNRD en a fait de son côté. Est-ce qu'il faut dire qu'il y a un divorce aujourd'hui par rapport entre ces États pour justement des raisons géopolitiques et géostratégiques? Non, je pense que vous êtes des observateurs avertis. Il n'y a pas l'once d'un divorce entre la Guinée, le Mali, le Burkina ou le Niger ou quelques pays de la sous-région que ce soit. Je pense qu'il faut aussi se souvenir que la Guinée a toujours gardé une singularité, a toujours sa voix singulière dans le concert des nations. Et cela n'a jamais changé depuis notre indépendance. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons notre manière de lire l'actualité, peu importe les soutiens, la solidarité que nous avons avec les pays. La Guinée s'est toujours singulièrement distinguée de ce point de vue-là. Je pense que cela n'est pas une raison d'imaginer un divorce quelconque ou une volonté de ne pas appuyer telle ou telle organisation. Non, non, la Guinée s'exprime de par sa voix et a toujours eu la voix qui a porté et qui tient compte de sa bonne lecture des situations qui se posent à nos pays, à notre pays et aux pays voisins. Donc c'est très important d'avoir cette vision, cette compréhension dans cette déclaration. Alors, monsieur le ministre, la Guinée et le Mali, il n'y a pas de divorce. Le Mali dit que si il y a une intervention au Niger, ce serait une attaque prononcée, une déclaration de guerre vis-à-vis contre le Burkina Faso et le Mali. Est-ce que ce serait aussi une déclaration de guerre à l'encontre de la Guinée? La Guinée n'est pas en guerre, sauf si son territoire était attaqué. Les raisons qui amènent la Guinée à entrer en guerre sont connues. Si vous attaquez les intérêts de la Guinée, vous attaquez le pays, ça c'est clair que le pays... Non, mais je pense qu'il faut respecter le contenu du courrier. Moi, je m'abstiens de faire des commentaires, comme je l'ai dit tantôt, de ce que les pays amis et voisins font, parce que pour la courtoisie, pour le respect aussi de ces pays-là, nous abstenons de faire des commentaires de tel. Ce qui est clair, c'est que la Guinée n'a jamais lâché le Mali et ne le lâchera pas. La Guinée n'a jamais lâché un pays parce qu'un autre n'est pas d'accord avec lui. Et c'est pour ça que nous avons mis à la fois le port, l'aéroport et tout ce qui était possible pour nous, pour venir en aide. Ce n'est pas seulement aux dirigeants que nous pensons au peuple aussi. D'accord. On sait que c'est très important. On sait que entre la Guinée, c'est très important. Et nous avons maintenu cette position. Nous soutenons, nous encourageons le dialogue. Nous encourageons un règlement différencié des différentes crises qui touchent les pays. Nous encourageons les dirigeants de la CEDEAO à la retenue et à faire attention aux risques extrêmement élevés qui le font prendre à la sous-région en allant dans une escalade militaire. D'accord, justement, on sait qu'entre la Guinée et le Mali, il y a un contrat d'établissement qui date des années 60, ça on le sait, deux pays qui ont des liens de convention et tout ça, de réciprocité sur beaucoup de sujets. Mais comme on dit, pour plaisanter, on dit que sur ce coup-là, la Guinée marchait sur des œufs pour ne pas offenser certains partenaires. Oui, Caps rapidement. Voilà, et Babila, vous enchaînez. Oui, monsieur le ministre, dans le même sens que dit Bamili Mono, cela se traduit dans le fait que la Guinée a utilisé un langage très diplomatique dans son communiqué, pendant que le Mali et le Burkina ne sont pas passés du dos de la cuillère. Alors moi, je voulais avoir votre regard. On est dans une transition
militaire, vous comprenez mieux comment les pouvoirs militaires fonctionnent et ce qui explique ces différents coups d'État. Aujourd'hui, dans la sous-région, on s'attend plus à ce que les coups d'État continuent dans d'autres régions qui sont aussi fragilisées. Aujourd'hui, de votre point de vue, qu'est-ce que la CEDEAO est censée faire et si vous voulez, les différents pays sont censés faire aujourd'hui pour freiner cette envie des militaires de venir au pouvoir, ou vous pensez tout simplement qu'il faut tenir compte désormais de la position militaire dans les prochaines gouvernances dans nos différents pays? Ça veut dire qu'il faut que les Africains, de façon générale, recherchent la stabilité de leur pays, non pas par des bonnes élections, mais dans les équilibres sociaux, dans les équilibres autres que en se basant sur des institutions finalement qui peut-être ne répondent pas aux besoins spécifiques des populations. C'est ce qui est très important. La stabilité d'un pays, ce n'est pas forcément de dire oui, on a fait de très bonnes élections, on a été très bien élus et ça part. Dans d'autres pays, c'est les populations même qui ont enlevé le président qui pourtant était, entre guillemets, très bien élu par cette même population. Quelle réponse nous apportons à ça? Quand la crise au Burkina, première qui a eu lieu, c'est quand même des populations qui sont sorties, qui ont apporté une certaine... Mais comment est-ce qu'on gère les situations de crise qui naissent dans des pays où des démocraties, en tout cas des élections démocratiques se sont bien passées? Comment est-ce qu'on prend en compte les crises de dialogue, les crises de société qui touchent ces pays-là? C'est des réponses à ça qu'il faut apporter. Ce n'est pas de dire qu'il faut compter avec l'armée, la police, les forces de défense et de sécurité sont aussi responsables et ce sont les lois des pays qui les donnent une responsabilité pour garantir la stabilité et le bon fonctionnement de leur pays. Donc si on veut que nos pays marchent, il faut tenir compte de plusieurs équilibres, notamment rechercher des réponses adaptées pour chaque situation. La sous-région, dans son ensemble avec la CEDEAO comme organisation, peut piloter ce type de projet, mais aussi chaque pays doit aussi inventer un mécanisme qui lui permette de garantir la stabilité et la solidité de ces institutions. C'est une question qui est violente, entre guillemets, pour des pays, après tout, qui n'ont que 60 années d'indépendance ou de semi-indépendance. Il y a du chemin à faire, mais dans ce parcours, les intellectuels, les journalistes, la société civile, tout le monde est invité à travailler, à rechercher ce type de solution pour que nos pays puissent continuer finalement. D'accord, allez-y. Voilà, Monsieur le ministre, comment comprenez-vous que la Guinée, qui était à l'avant-garde de ces coups d'État, pour même aider les pays à l'orée des indépendances qui avaient été confrontés à ces coups d'État militaires, que ce soit ce pays-là aujourd'hui qui encourage ou en tout cas qui apporte son soutien à de telles actions, ce qui m'amène même à lire ce discours sur la défense de l'Afrique d'Ahmed Sékou Touré. Il dit: la Guinée sera toujours la vigilante milice indomptable de l'Afrique. La Guinée servira d'exemple et sera la milice vaillante, gardienne de la dignité africaine. Le peuple de Guinée écrasera tous les candidats au complot, quelle que soit leur classe ou leur rang. En parlant bien entendu des putschistes qui renversaient les pouvoirs légalement constitués dans les différents États africains. Comment comprenez-vous l'évolution de discours et d'attitude face à ces mêmes pratiques qui jaillissent aujourd'hui sur le continent africain? Là, tout vous enchaînez directement. Alors, monsieur le ministre, hier, les évaluations des ministres, l'évaluation des ministres du gouvernement de la transition a pris fin hier du côté de la primature. Globalement, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces évaluations? Vous-même, vous êtes déjà donc passé. Qu'est-ce qu'on peut retenir de votre passage? Et à quand aujourd'hui l'opérationnalisation de Guinée Télécom? C'est attendu depuis longtemps dans les tiroirs. Vous avez annoncé l'opérationnalisation depuis cette année normalement. Au compte du premier trimestre. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Où en sommes-nous justement? Bon, c'est ce qu'on appelle aller de coq à l'âne. Non, c'est pas les... Attention, on a fini par la Guinée. Voilà, justement. C'est-à-dire qu'on était sur le continent. Maintenant, on finit par la Guinée. C'est ce qu'on a fait, justement, du général au particulier. C'est une technique de l'interview. C'est la pyramide inversée. Voilà, c'est chez nous, c'est comme ça, le journalisme. Je vais essayer de allez-y, voilà. D'abord, quand on dit la Guinée à l'avant-garde des coups d'État, je ne sais pas ce que ça veut dire. Les premiers coups d'État des années 60 sont intervenus, si je m'abuse, au Togo, je crois. Bon, que cela soit dit, c'est pas le principe du coup d'État doit être condamné. Par principe, on doit le condamner. Mais passer la condamnation, qu'est-ce qu'on fait? On doit rechercher les causes qui amènent à ces coups d'État-là et apporter des solutions. C'est cela le discours. Si on reste
sur les principes, sans rechercher des solutions, on ne règle pas le problème, ils vont se démultiplier. Si on recherche des solutions durables, adaptées, contextualisées, ben on règle le problème. C'est à cela que nous invitons les leaders de la CEDEAO. C'est-à-dire, c'est avoir une réflexion réaliste des problèmes et non de principe. Et donc non dogmatique des problèmes qui se posent dans la sous-région. Il faut trouver des solutions adaptées. C'est à cette réflexion que nous invitons les dirigeants. Tant qu'on n'aura pas fait ça, ben on ne règle pas le problème. Maintenant, à chaque discours son temps, à chaque situation son contexte. Ce qui se faisait dans les années 60, les réalités qui amenaient les coups d'État des années 60 ne sont pas les mêmes aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché des années 60 à maintenant et qui fait que les mêmes changements de régime se font? Qu'est-ce qui n'a pas avancé? C'est important de se poser ces questions-là et de rechercher les solutions. Voilà. Maintenant, pour revenir au sujet de Guinée Télécom, je vais vous dire si moi j'ai, comme vous, un article d'un de vos confrères. Lancer une société, même privée, même quand on crée, je ne sais pas moi, Adafo et tout, ça prend du temps. Il y a ce qu'on annonce pour dire oui, on y va, on n'est pas parti de zéro. Quand j'ai dit que d'ici la fin de l'année, on va matérialiser Guinée Télécom, qu'est-ce qui s'est fait depuis le début de l'année? Premièrement, on a créé une société. La Guinée Télécom n'existait pas. Même en droit, il n'existait pas. Il a été créé. Guinée Télécom a acquis des licences. 2G, 3G, 4G. Guinée Télécom a un... Monsieur le ministre, vous avez trouvé la société Guinée Télécom déjà créée ou c'est vous qui l'avez créée? Non, pas du tout. C'est le président Doumbouya qui l'a créée par un décret que j'ai proposé. Ça n'existait pas. D'accord, allez-y. Voilà, donc il n'existait pas du tout. Vous pouvez voir le décret de création. Ensuite, on a évalué les actifs. Aujourd'hui, il a un capital social de près de 45 millions de dollars et des valeurs en actifs de 100 millions de dollars, qui sont les valeurs de ses licences et les actifs disponibles. Donc ça, c'est déjà des réalités. Troisièmement, ça nous a permis d'évaluer les équipements, de les mettre à jour et de les rendre opérationnels. Aujourd'hui, les équipements sont opérationnels et les tests techniques ont été très, très concluants. La troisième chose, c'est quoi? C'est que maintenant, il faut décider de sa stratégie. Qui va diriger Guinée Télécom? Est-ce que c'est des fonctionnaires de l'État ou bien c'est des acteurs du monde privé à qui on va confier? La décision vient d'être prise. Il y a un appel d'offres qui a été lancé pour recruter un cabinet qui va accompagner le lancement. Ça veut dire le travail du ministère en tant que structure de tutelle, et c'est arrêté à la conclusion des tests techniques. Maintenant, on passe dans les domaines commerciaux. Ce n'est plus du ressort du ministère. On a fait un appel d'offres. Quand on va finir l'appel d'offres, il y a un délai de 3-4 mois qui se passe. Pour chaque fois que vous faites un acte, il y a un délai administratif qui se déroule. Et on ne peut pas faire autrement, parce que si c'était ma volonté simplement de dire, OK, je recrute cette entreprise, je lui donne, c'est un contrat en entente directe entre eux et moi, vous allez être les premiers à discuter et à dénoncer. Mais lorsqu'on respecte la procédure de passation des marchés, ça demande des délais. Entre l'ouverture, entre le lancement des appels d'offres et la fin, mais 6 mois, 7 mois se sont écoulés. Ça aussi, c'est la procédure administrative. On ne peut pas faire autrement. Ensuite, on recrute le cabinet. Et ensuite, la lettre de mission lui est signée. Le cabinet doit retravailler pour mettre en place toute la stratégie commerciale. Et ensuite, sur l'ensemble du pays, il faut créer des guichets qui vont représenter Guinée Télécom. Ça demande, dans quelques endroits, la construction de nouveaux bâtiments, d'autres endroits, dans la réhabilitation des bâtiments existants. Donc, une fois cette opération finie, l'opération, il faut commander les puces, il faut commander les brandings, il faut commander beaucoup de choses. Quand tout ça sera disponible, et puis l'équipe commerciale mise sur place, en ce moment-là, on lance l'opération. Mais vous pensez que ça se fait en 6 mois? Donc, entre le début qu'on a dit qu'on va lancer d'ici la fin de l'année et la structuration que je fais, ça va prendre peut-être 15 mois, 12 mois, 13 mois, mais nous sommes dans un processus dynamique. Il n'y a pas donc ça veut dire que, d'accord, monsieur le ministre, donc ça veut dire que Guinée Télécom, ce n'est pas pour demain. Peut-être que avant que ça ne soit opérationnel, peut-être qu'on pourrait même passer la main à l'autre pouvoir après les élections qui pourrait continuer la mise en place. Non, c'est pas du tout ça. On est encore dans les délais de préparation pour que ça soit avant la fin de l'année. Mais il y a encore des étapes importantes à faire, c'est ce que je vous ai décrit là. C'est sûr que
quand les gens s'arrêtent et disent, ouais, il a dit que ça va être fait d'ici la fin de l'année, on est au mois de juillet, il n'y a rien qui a été fait. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites, sans lesquelles on ne parle même pas de société. Aujourd'hui, on parle de société, parce qu'elle existe. Et beaucoup de choses ont été faites avant. Et donc, il faut, vous, avant d'arriver là où vous êtes, il y a eu une préparation de 1 an, peut-être de 1 an et demi, avant que la structure ne soit mise en place. Et que tout ceci avance. Et c'est important de connaître aussi ces mécanismes-là, ne pas s'arrêter à des détails, de dire, oh oui, il a dit ça, c'est pas arrivé, bon, ben donc c'est un tocard, entre guillemets. Mais bon, ça va. Donc, Guinée Télécom on poursuit bien la mise en œuvre de l'entreprise, et nous pensons que d'ici la fin de l'année, vous la verrez commercialement. Même si quand il va arriver au optimum de la mise en œuvre avec tout ce qu'il y a comme équipement installé, peut-être que ça ira au-delà même des années-là, même si l'entreprise commence à marcher. Ce qui est clair, c'est qu'au lancement, Guinée Télécom sera disponible partout. Même si vous prenez, nous quand on a pris l'entreprise, elle avait que 180 antennes qu'on a héritées de Sotelgui, c'est 180 antennes. Je vais vous dire comparativement, Orange dispose de 2200 antennes dans le pays. Guinée Télécom a l'héritage d'avec 180. Et on veut le lancer au niveau national. C'est le schéma qu'il y a à faire. Même quand vous avez tous les équipements là sur le pays, il faut les installer. Dans beaucoup de pays, les réhabiliter et tout, ça demande du travail. Mais nous sommes convaincus que d'ici la fin de l'année, des choses importantes vont être franchies et que l'entreprise va commencer à émettre et à distribuer des cartes SIM Guinée Télécom. D'accord, voilà. Nous travaillons dans ce sens-là et les étapes sont en train d'être franchies les unes après les autres. D'accord, les étapes sont en train d'être franchies. En tout cas, monsieur le ministre, ces évaluations à la primature, est-ce qu'on peut dire que vous étiez parmi les très bons élèves? Est-ce que c'est ce qui sort? Non, alors, il y a un problème de vocabulaire qu'il faut comprendre. C'est moins une évaluation qu'une revue. Ça s'appelle des revues trimestrielles de programmes, des revues. Les revues, ça permet de dire, OK, qu'est-ce qu'on a fait entre le début de l'année et maintenant? Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? Quelle est l'adéquation entre les objectifs assignés, les moyens mis à disposition et les opérations déroulées sur le terrain? Et après, on fait un diagnostic de tout ça, on propose un réajustement, donc un fléchissement des programmes. Maintenant, si vous jugez cette revue-là, elle est jugée sous l'aune des décaissements budgétaires, par exemple, les décaissements budgétaires sont très lents, de façon générale. Pourquoi? Parce qu'on commence à exécuter un budget qu'en janvier. Et par quoi on commence? Par faire des appels d'offres. Et comment est-ce qu'on fait un appel d'offres? On fait d'abord des études, on prépare des cahiers de charges, on fait un appel d'offres. Cette opération, elle prend 4 mois à 5 mois. Et après, il y a un opérateur qui est choisi. Les premiers décaissements ne peuvent donc très difficilement intervenir avant le mois de juillet. N'importe quel programme que vous prenez. Les premiers. Donc, si vous avez des décaissements en janvier et février, c'est que c'est des programmes qui étaient lancés l'année précédente. Sinon, il n'y a pas un autre moyen de le faire parce que si vous respectez les procédures des marchés publics, et on est rigoureusement engagé dans cela. Donc, il n'y a pas de retard. Pour la plupart des ministères, les programmes exécutés sont bien suivis. Il y a des décaissements, il y a des fléchissements qui vont intervenir, notamment pour notre cas. Nous avons fait une réorganisation des budgets. On avait des rubriques qui étaient bien budgétairement dotées, pour lesquelles on manquait d'études pour lancer les projets. Par contre, on avait des rubriques qui avaient des études pour lesquelles on a lancé des appels d'offres qui ont été adjugés et pour lesquels il n'y avait pas de budget. Donc, il y a une réorganisation budgétaire qui permet de rendre plus efficace, plus rationnel l'utilisation des ressources. Donc, ce type de politique vise ça. Ce n'est pas un examen d'évaluation d'un ministre ou d'un directeur quelconque. C'est une revue, et c'est une revue qui devait se faire, et qui se fait, et c'est une pratique républicaine qui est à encourager parce que ça accroît la transparence et ça permet d'anticiper sur les difficultés que les ministères peuvent avoir dans la mise en œuvre de l'aide de mission. D'accord. Monsieur le ministre, porte-parole du gouvernement Ousmane Gawal Diallo, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Merci à vous. On se retrouve dans un court instant. Juste après cette transition, nous irons du côté du Sénégal où nous attend Monsieur Dianté, membre de la conférence des partis pilotée par Ousmane Sonko Yewwi Askan Wi. À tout de suite. Et oui, vous l'avez écouté, le ministre Ousmane Gawal Diallo. Qu'est-ce qu'on peut retenir, Félix, d'abord de la position de la Guinée sur la crise au Niger, mais également Guinée Télécom, hein? Ouais, écoutez, par rapport à la position de la Guinée, on l'a dit,
C'est un peu compliqué pour la Guinée dans la mesure où on le sent même dans le communiqué conjoint du Burkina et du Mali. À partir du moment où la Guinée n'a pas été associée, c'est qu'il y a véritablement un problème entre ces deux pays, peut-être particulièrement entre la Guinée et le Mali. Un problème d'approche, oui. Évidemment, même si aujourd'hui on tente tant bien que mal. Il faut préciser un problème d'approche. Oui, d'intérêt. évidemment. Voilà. Oui, non, mais il y a certains qui estiment que c'est un problème d'intérêt. à la demeure. Voilà, que Non, les autorités allez, de Conakry ne je font crois plus qu'il ne ami faut pas- avec les je autorités de Je Bamako. crois qu'il ne faut pas dramatiser. N'en déplaise à dramatiser- ceux-là. Ça peut être dramatiser les juste des choses. questions Mais d'intérêt non, ou ce que je d'approche. veux- ce que je veux Point dire- barre. Ce que je veux dire sur la situation, je crois qu'il faut, aujourd'hui, ce à quoi on est en train d'assister, il faut faire très attention. Parce qu'après, vous avez deux pouvoirs. Vous avez le pouvoir militaire qui est en train de prendre de l'ascension aujourd'hui dans la sous-région. Et vous avez le pouvoir politique civil qui est aussi menacé. Vous voyez? Et donc, on se trouve aujourd'hui dans une situation un peu compliquée, même pour la CEDEAO. Parce que vous avez des chefs d'État qui sont légalement élus, qui se sentent aujourd'hui menacés. On s'est réveillé un bon matin avec la situation du Niger. Demain, on se réveillera avec quelle situation, dans quel pays. On se pose la question. Donc aujourd'hui, ces pouvoirs civils se sentent menacés par ces militaires qui veulent aussi, vaille que vaille, prendre le pouvoir. Mais il y a un président qui donnait l'explication par rapport au coup d'État. Pour lui, il a donné deux raisons. La première raison, c'est parce que les pouvoirs civils ont la difficulté de répondre aux besoins des populations. Mais le deuxièmement aussi, c'est l'ascension des intérêts personnels sur les intérêts communs. Oui. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut réinventer peut-être la roue, même si c'est... Il faut poser le débat. Il faut poser le débat oui. au sein de la CEDEAO, mais même au sein de ces différents États. Parce que je pense qu'aujourd'hui, que le problème fondamentalement, ce n'est pas que la CEDEAO, mais c'est même Les problèmes endogènes. Aux Justement. différents de ces États. De ces États. Nous avons Monsieur Mamadou Idianté, membre de la conférence des leaders de Yehui Askanui, piloté par Ousmane Sonko. Monsieur Idianté, bonjour. Bonjour, M. Diba. Merci de nous rejoindre dans cette émission. C'est vrai qu'on devait vous prendre très tôt, mais puisque le Niger aussi, avec cette crise, et on était du côté du Niger avec les autorités ici à Conakry. Si vous permettez, on va juste marquer une pause d'une dizaine de minutes, le temps d'aller avec nos obligations commerciales, et on vous reprend dans 10 minutes pour survoler l'actualité sénégalaise. C'est une doléance que nous faisons si possible. Il n'y a pas de souci, je peux patienter. Voilà, on va essayer d'interrompre pour 10 minutes. On vous revient pour parler de la dissolution du PASTEF, mais aussi de l'arrestation du leader de votre coalition, Yehui Askanui. À tout de suite.